Tiers livre, les ateliers d'écriture en ligne. Alors il est temps, grand temps. On a ouvert tout début décembre une séquence sur la nouvelle. On a fait 9 propositions. Il est temps d'arriver à la 10e finale. Vous remarquerez que je viens les mains vides, même pas de bouquin, même pas d'extrait dans la petite boîte avec la centaine d'extraits. Mais allez vous y balader quand même, ça donnera des idées. Alors l'idée, elle est simplissime. On fait un atelier qui s'intitule « Recherche sur la nouvelle ». On fait fonctionner des tas de rouages, des tas de techniques. À un moment donné, il faut bien la produire, la nouvelle, non ? Ben voilà, on y est. Alors, le premier truc, c'est que dans ces 9 propositions, vous avez remarqué, deux fois en rouscaillant, mais c'est pas grave, je vous ai pas fait le jeu facile, mais c'était une recherche pour moi aussi. On a beaucoup travaillé avec la figure de l'écriture, au moins 3 fois. Par exemple, dès la proposition 2, je vous ai demandé de travailler fictionnellement avec une situation d'écriture prise à un auteur, dans votre bibliothèque. Et c'est une des plus troublantes expériences qu'on ait menées dans ces 10. Avec la 4, je vous ai demandé de travailler sur un texte fabuleux de Marguerite Duras, La mort du jeune aviateur anglais, qui se déplie en 4 strates d'écriture, dont une strate autobiographique, dont une strate de documentation, dont une strate qui serait le journal de l'enquête elle-même. Et évidemment, ce qui concerne le jeune aviateur anglais, qui est une strate parfaitement de prose poétique qui se constitue en tant que telle comme fiction, mais fiction par distance avec ces 3 autres strates qui l'entourent, la documentaire, l'autobiographique, l'enquête. Et puis on y est revenu avec la proposition 7 qui était de travailler sur votre propre bulle d'écriture, les outils, ce qu'on a sous la main, les rituels, les heures, le temps. Et là aussi, qu'est-ce qu'ils sont beaux, tous les textes que vous avez envoyés. Ça veut donc dire qu'on a une trame, qu'on a une matière. Est-ce que cette matière à écrire, justement, sa première spécificité, c'est son ambiguïté, ou son équivalence, ou son ambivalence, c'est-à-dire qu'elle concerne aussi le geste d'écrire, qu'elle concerne aussi la mise en place de l'écriture en amont de la fiction pour rejoindre ou constituer la fiction. C'est-à-dire que ce qu'on a compris et pratiqué 9 fois de suite, c'est en quoi la mise en route de l'écriture, le voyage dans l'écriture, qu'on la pratique ou qu'on la lise, était ce moment où, dans le temps de la lecture, lève à l'horizon l'idée, la puissance d'illusion de la fiction. Et que ça, c'est justement ce qu'on cherche à obtenir. Notre fiction, elle est le chemin qui va vers elle et, ce faisant, enlève devant nous, autour de nous, comme dans une grotte ornée, l'illusion de présence. Et c'est ça qui doit, dans notre tête, être un travail acharné de construction pour qu'il y ait rémanence, que ça survive après cette lecture, puisque c'est le ce faisant, c'est ce chemin d'écriture qui provoque dans son même temps cette impression qu'on y est dans la fiction. Comment ce truc-là, concentrez-vous dans l'écriture sur comment ce truc-là va rester, comment ce truc-là va tenir. Alors évidemment, c'est pas des choses qu'on va faire les mains vides, même si les miennes aujourd'hui sont vides. Je vais vous demander du travail. Ce travail, peut-être vous l'avez déjà fait parce que j'ai sans cesse tourné autour du pot. Je n'ai pas parlé de Raymond Carver, mais on ne perd rien pour attendre. Par contre, j'ai parlé beaucoup de Henry James, et en particulier de 3 nouvelles, L'image dans le tapis, La leçon du maître et Les papiers de Jeffrey Aspern, qui, toutes les 3, mettent au centre un personnage d'écrivain. Que le personnage d'écrivain, dans les 3, donc l'image dans le tapis, La leçon du maître, papier de Jeffrey Aspern, la différence de Jeffrey Aspern, c'est que l'auteur a disparu, il ne reste plus que l'interface matérielle de l'auteur. Les carnets, les journaux, les correspondances, et que justement tout ça soit inaccessible. C'est-à-dire le fantasme de cette matérialité d'écriture,
archives, alors que l'auteur lui-même s'est volatilisé, est devenu en tout cas inatteignable. Toute la nouvelle tourne avec la présence de la ville, de cette Venise morne, morte, désaffectée, comme allégorie du personnage inatteignable. Nouvelle sur l'inatteignable. Ce qui rejoint un petit peu ce que je vous disais avant. Alors peut-être que vous avez déjà relu ces nouvelles. En tout cas, là, je vous incite à le faire. Elles sont en poche, c'est pas difficile, je vais remettre le lien là-dessous. Vous savez que dans les nouvelles de Henry James, ce qui est important, c'est les préfaces aussi qu'il leur fait. C'est-à-dire que pour Henry James, on a un livre qui est un atelier outil essentiel, c'est carnets. Ces carnets, c'est les relevés de conversations, de situations, d'ébauches d'histoires qui précèdent loin en avant l'écriture, que l'écriture se fasse ou se fasse pas. Et ces carnets, bien entendu, c'est une boîte à outils, mais c'est justement ce qui nous, de façon invisible, un petit peu piège, je vous ai fait faire durant ces précédentes propositions. Si vous ouvrez Henry James, en particulier ces nouvelles qui concernent l'écriture, vous verrez que quand il les rassemble en recueil, il les fait précéder chaque fois d'une préface, d'une introduction, et que chaque fois, c'est un miracle dénoncé sur l'écriture, sur l'intention de l'écriture. Et là encore, sur ce que l'écriture n'atteint pas, parce que cette situation matérielle, concrète, est forcément limitée, mais que cette rémanence qu'on organise autour d'elle, là, c'est ce qu'on doit, chacun de nous, à la nouvelle. Art sublime, art funambule, pas du tout les concours de nouvelles comme un premier degré de l'écriture, comme ça qu'on avait commencé. Mais là, je voudrais arriver à quelque chose qui serait en gros mon arme secrète. Et autant j'insiste sur le fait que vous ne vous dispensiez pas de petits tours préalables chez Henry James. Là, je vais vous proposer quelque chose où l'idée du livre, ou la suggestion du livre, l'hypothèse du livre pourrait suffire, indépendamment du fait de l'avoir lu ou pas. C'est d'autant plus certain qu'en ce cas, c'est une traduction qui est vieille, qui est banale par rapport aux enjeux linguistiques du livre. Si vous avez lu mon boulot sur l'écriture sans écriture de Kenneth Goldsmith, il y a des passages qui concernent ce livre à l'intérieur. Il y a une urgence à retraduire. Gertrude Stein, j'ai mis aussi sur mon site, il y a 15 jours environ, une vidéo sur les écrits de Gertrude Stein en général, et notamment son Making of Americans. C'était pas sans intention, c'était lié aussi à ce travail là de préparation sur la nouvelle. Tout ça, vous retrouverez facilement. C'est le livre dont je parle, s'appelle Autobiographie d'Alice B. Toklas. Alors, Alice Toklas, c'était la compagne de Gertrude Stein. Merci Erika Fulop hier pour la Journée internationale du droit des femmes d'être laissée placer en direct sur Facebook du Père Lachaise où Gertrude Stein et Alice B. Toklas sont inhumés ensemble. Erika feuilletait un album avec les photos de ces deux femmes en même temps qu'alternaient voix française, voix anglaise avec des extraits de Autobiographie d'Alice B. Toklas. De quoi il s'agit dans Autobiographie d'Alice B. Toklas? Et je vous demande pas d'aller le lire. La traduction française totalement obsolète est chez l'Imaginaire, Gallimard. Gertrude Stein est depuis 2 ans dans le domaine public, donc on peut y aller tant qu'on veut. Par exemple, imaginez que chacun d'entre vous, vous ayez envie, il est facile à obtenir en anglais aussi ce texte, de traduire des lignes par-ci, des lignes par-là, et on pourrait coupler notre proposition d'un atelier de traduction, c'est-à-dire vous prenez petit passage par-ci, petit passage par-là, d'Alice B. Toklas, et moi je me charge de le mettre en ligne. Alors, pourquoi l'idée ou l'hypothèse du livre? C'est quoi ce livre? Autobiographie d'Alice B. Toklas. Autobiographie, vous savez ce que c'est. Donc, Alice B. Toklas raconte sa vie. Et c'est la vie au quotidien. C'est pas forcément des choses très métaphysiques. Simplement, qui écrit le livre? Gertrude Stein. On peut écrire l'autobiographie d'un autre? Ben oui, dans ce cas-là, ça s'appelle la fiction. Il en manque pas dans la littérature. Prenez Werther, prenez Wilhelm Meister, Goethe, bien pris
les devants sur ces choses-là. Prenez le Louis Lambert de Balzac. Donc on n'est pas dans de l'exceptionnel. Par contre, qui est l'auteur de l'autobiographie d'Alice B. Toklas? C'est Gertrude Stein. Qui est Gertrude Stein par rapport à Alice B. Toklas? Celle dont elle partage la vie. C'est-à-dire que lorsque Alice B. Toklas écrit son autobiographie, qui est le personnage principal ou le personnage fantôme derrière tous les petits événements qui se jouent ici? Eh bien, c'est Gertrude Stein, c'est l'auteur elle-même. C'est-à-dire que l'auteur a mis en place un dispositif qui lui permet de faire un bond, de s'écarter, de passer dans un registre où elle ne s'exprime plus elle-même, mais elle est énoncée par un autre, par une autre. Et en ce cas, la rigueur de cet énoncé, se contraindre à passer par cette séparation de l'autre, ne pas s'écrire soi dans le regard de l'autre, mais que l'autre écrive ce qu'il vous perçoit et que soit ça la fiction qui fasse écart, rupture, fossé, déchirure par rapport à vous. Et bien là, autobiographie d'Alice B. Toklas, en tout cas dans le texte original, c'est un sacré morceau de littérature. Alors vous me voyez arriver avec mes gros sabots. Vous avez accumulé beaucoup de matière. Cette matière est ambivalente puisque, au moins à 3 reprises, elle concerne des figures de l'écriture. Il y a aussi une autre chose que j'ai faite. Vous savez que la proposition 1, c'était ces images flottantes, images dispersées, images noyaux, des germes, des embryons, ce qui donne à n'importe quelle prose, même si elle parle du concret, du matériel, sa résonance, son amble, sa part intérieure, l'expérience intérieure, disait Georges Bataille. Et j'avais bien insisté au moins à 3 reprises, et vous avez été pas mal à le faire, et je vous en suis vraiment reconnaissant. Il y a vraiment beaucoup de gratitude. Certains d'entre vous m'envoient des messages gentils sur ce que je peux donner dans ces ateliers. Franchement, on donne pas. Générosité, c'est pas mon truc. C'est Jean Rouault, une fois qu'il m'avait traité d'abbé Pierre de la littérature. Bon, je crois que les relations avec Jean se sont refroidies beaucoup de ce moment. Bon, c'est assez vieux, puis on passe, mais bon, j'en ai un peu marre. Il y a du pacte. Et attention, le pacte, ça peut être dangereux. Les pactes, c'est aussi ce qui mène aux expériences sorcières. Quand on est en direct avec des étudiants, nos outils, c'est des expériences de vision arrière, de perception. Bon, j'entre pas non plus là-dedans, mais c'est précisément parce que l'atelier d'écriture est une situation dangereuse et que même en ligne, on peut jouer avec ce danger, puisqu'on est tous avec nos addictions, nos registres de discours, la pluralité de nos communautés. C'est une matière. Et comment apprendre à la traiter? Non pas la traiter pour la dominer, ouh là là, ça nous emmènerait loin, mais le contraire. Apprendre à survivre dans l'intérieur de ce remuement. Ça aussi, ça vaut pour les expériences sorcières. Juste apprendre à faire en sorte que des forces vives, extérieures à nous-mêmes, travaillent dans ce passage au collectif. On peut l'apprendre que par la pratique, que par la mise en œuvre. Mise en œuvre de paroles. Là, ça fait 5 jours que je prépare cette concentration mentale au moment où c'est irréparable, ou irréversible, puisque c'est ça que je veux mettre en ligne. C'est compliqué ces trucs, et j'ai besoin de vous pour ça. Ces expériences, c'est dingue ce qu'elles déplacent, mais simplement pour dire qu'il n'y a pas de situation verticale. Il n'y a pas un capitaine de navire, quand bien même serait-il dématé en pleine tempête. Il y a quelque chose qu'on construit ensemble, et qu'on construit ensemble forcément par des zones qui ne sont pas mineures dans la littérature. Henry James, Gertrude Stein, on n'est pas dans des réhabilitations, des découvertes, mais on est dans des choses qui sont à l'écart du dominant et qu'on resitue nous dans un territoire qui ne peut appartenir à la médiation culturelle, parce qu'il est le territoire de la pratique d'écriture. Et là, oui, la bibliothèque de nos outils d'écriture, elle n'est pas la bibliothèque du lecteur. Quelque chose qui se déporte. La bibliothèque du lecteur englobe celle-ci, converge avec celle-ci, et il se peut que dans nos
pratique de lecteur. On est beaucoup plus d'intensité à ces textes qui nous parlent d'écriture ou qui deviennent des métaphores d'écriture. J'ai récemment fait un petit passage aussi dans Les jardins statuaires de Jacques Abeille. Tiens, mais ça va nous permettre de clore sur la question du format. J'arrête avec tout ça. Résumé, ou enfin, ce qui serait la consigne directe. La première chose, qui ne m'appartient pas, c'est que vous trouviez un énonciateur. Je prends le masculin par commodité. Gertrude Stein choisit Ailesbury Toklas comme son énonciatrice. Cet énonciateur, cette énonciatrice doivent être dans une coupure, une rupture suffisante avec vous-même. Peut être fictif, je n'ai pas dit que c'était un personnage réel, pour que ça peut être un témoin, ça peut être quelque chose qui vous croise, un errant, une errante, ça peut être perception lointaine, ça peut être une correspondance. Mais quel que soit le côté partiel de ce qui vous lie à cet énonciateur ou cette énonciatrice, il faut que pour vous, ce ne soit pas travailler sur vous-même dans une énonciation de vous-même. Il faut installer cette espèce de mur, de rupture, de saut, c'est-à-dire fictif ou personnage issu de réel, vous allez être énoncé. Prenez Jeffrey Aspern. Le narrateur cherche à obtenir les papiers de Jeffrey Aspern. Eh bien, un narrateur, narratrice, fictif, fictive, peut très bien inventorier de vous-même les papiers, les traces virtuelles, matérielles, correspondances, et dresser un même portrait en creux. Ça devient un petit peu plus concret et ça devient un petit peu dangereux. Mais si on ne prend pas de danger, bon, j'ai beaucoup de respect pour le macramé, mais c'est pas ça que je considère comme ma principale métaphore pour l'atelier d'écriture. Désolé si parmi vous, quelques-unes pratiquent le macramé, il y aurait d'autres exemples, y compris l'écriture de nouvelles elle-même dans les concours, malheureusement. Alors qu'est-ce qu'on va mettre à disposition de ce narrateur, cette narratrice, fictif ou pas ? Ben, c'est précisément ce qui a été écrit 9 fois. Et voyez aussi le rôle des apocryphes. C'est-à-dire apocryphes, ben là vous avez déjà fait cette énonciation. Alors vous avez fait cette énonciation en allant vous risquer dans l'écriture d'un ou d'une autre participante à l'atelier. Vous avez pris des fonctions narratives, des tonalités de langue, et puis en les détournant, en reprenant même cet univers dans la narrativité de cet élément, vous avez travaillé votre univers à vous. Eh bien, pour moi, ces apocryphes, c'était pas. Il y avait une première fonction, c'est se connaître un petit peu mieux les uns les autres, se connaître par l'écriture. C'est-à-dire, on quittait le statut de participant. Quelqu'un me l'a dit à un moment dans un mail. Qu'est-ce que c'est troublant d'écrire, non pas sur des écrivains, mais bah si, justement, c'est ça le quitter. Donc il y avait cette fonction-là, mais c'est la première fois que je faisais ça, c'était très troublant pour moi. Mais ce qui compte pour la 10, c'était la fonction. C'est-à-dire traiter un univers narratif à partir de ces différents registres, la narrativité elle-même, mais aussi des questions de rythme, mais aussi des questions d'assonance, de musique, de poétique, de posture de l'auteur dans le texte qu'il entreprend. Ça, vous y avez réussi. Eh bien, maintenant, ce mécanisme, est-ce que si vous prenez un point d'énonciation qui vous est extérieur, vous pouvez vous saisir, le sortir de sa coquille, de ce que vous avez développé dans les apocryphes, la 9, mais l'appliquer à quelqu'un qui se saisirait de votre propre écriture. C'est-à-dire qu'on va être... Vous voyez, là, j'ai pas envie de trop développer. Oui, c'est compliqué. Oui, je suis dans du nouveau pour moi. Mais j'ai l'impression que cette pierre, ce qu'a déplacé la 9, ce qu'on a fait aussi avec la 8, avec ces histoires de vie brève, de personnages intervenant par des figures de récits, rien de ça n'a été au hasard. Mais de prendre ce fonctionnement et de s'en servir comme matérialité dans cette boîte à outils de comment vous allez travailler sur votre corpus d'écriture pour bâtir votre récit. Alors je suis désolé, je ne vais pas vous en donner plus.
on a du temps, c'est-à-dire que là, pour moi, j'ai besoin de souffler, saturation. Donc, on considère que les 9 premières propositions, c'est clos. Mettez-les en ligne sur le groupe Facebook si vous voulez, mais moi, il faut que j'arrête. Sinon, c'est pas ça. Je ne peux plus arriver à lire au bout de 3 mois. Donc maintenant, je vais me concentrer sur ce que vous allez m'envoyer de la 10. Mais là, prenez votre temps. Je ne sais pas encore la façon dans laquelle je vais mettre ça en ligne. En tout cas, ne m'envoyez rien avant une dizaine de jours. De toute façon, je ne pourrai pas. Et puis, prenez le temps de Gertrude Stein. Prenez le temps de Henry James. Et puis, à ce moment-là, ressaisissez-vous de l'ensemble de ce que vous avez écrit. Faites un copier-coller de la page web. Faites un tirage imprimante, débrouillez-vous. Mais à partir de là, ce saut dans l'énonciateur inconnu, qui peut être hostile, qui peut être n'avoir qu'une connaissance très partielle, qui peut avoir trouvé ça dans un cartable égaré, dans le fond d'un... On a tous perdu des carnets dans un train, on a tous perdu un cartable dans une gare ou une rue, ou un disque dur, ou une disquette, etc., du temps des disquettes. Quelqu'un trouve ça. Quelqu'un remonte vers l'auteur. Et vous qui écrivez, vous avez seulement à prendre en compte que celui ou celle qui écrit ne sait pas que c'est vous, l'auteur, l'autrice. Voilà, moi je suis au bout. Alors, ça s'appelait au départ en 4000 mots. C'est rien, c'est, disons, un format un petit peu standard parmi d'autres de la nouvelle. Il se peut très bien, certains m'ont déjà fait part de ça depuis cette expérience. Ça les a mis sur la piste d'une écriture bien plus longue. Bon, faites-en à bout qui puisse être mis en public. Si c'est un texte pas plus long que les propositions elles-mêmes, faites en sorte que par montage, en incluant ces exemples, tout ça, ça nous donne l'idée de récit composé, que l'enquête se matérialise par ce que vous aurez cannibalisé de vos 9 propositions. Toutes les ressources fictives sont possibles. Regardez par exemple, tiens, je vais finir là-dessus. Dans Hoffmann, ça s'appelle les Contes de Saint-Sérapion. Des personnages, ils sont 5, ils sont 6, ils sont 8, je ne sais plus, se rassemblent une fois par semaine, une fois par mois, et chaque fois, l'un d'entre eux, il n'y a que des hommes, raconte une histoire. Et bien, je pense que c'est tout ensemble, on a été 110, 120 à participer à cet atelier, c'est-à-dire que, évidemment, bien sûr, la 10 vous est ouverte, même si vous n'avez pas tout fait, si vous n'êtes pas allé jusqu'à la 9, faites-le pour vous, inventez-les. Ce colloque géant que nous avons constitué, c'est ce que vont constituer toutes ces nouvelles que vous allez m'envoyer. Donc, dans chaque nouvelle, ce fait collaboratif, ce qu'on a fait tous ensemble, peut aussi être présent. Mais là, je vous fais absolue confiance pour vous risquer dans un territoire qui, de toute façon, est vierge. Cherchez-en des propositions d'écriture à partir de Hales B. Toklas, autobiographie écrite par Gertrude Stein, dans laquelle Gertrude Stein saute dans l'inconnu pour que l'énonciation d'elle-même qui s'en produise soit à elle-même sa propre part d'inconnu qu'elle découvre. Mais quand même, ça valait le coup d'essayer, non? À vous d'écrire. On a bien 3 semaines, 1 mois pour ça. On a fait un beau voyage.